Alors, pendant qu'on attend que tout le monde se connecte, je donne d'ores et déjà des informations que je vais être amenée à redonner et qui sont des questions qui arrivent. Donc, par rapport à ce webinaire, comme sur le précédent, d'une part, il est enregistré et d'autre part, il y aura donc vous aurez la possibilité de le revisionner sur YouTube, soit directement sur notre chaîne YouTube, soit à partir de notre site internet. Et par ailleurs, nous sommes en direct sur Facebook. On a mis en place aussi un Facebook Live. Donc, pour que ceux qui sont obligés de partir avant la fin ou ceux qui n'ont pas pu participer, il y a bien la possibilité de revoir ce webinaire. Le nombre de spectateurs continue à monter. On va commencer dans 2 minutes. Et on a déjà un certain nombre de questions qui nous sont arrivées. Et on va commencer, ça va faire venir tous ceux qui sont inscrits et qui ne se sont pas encore connectés. Donc, rebonjour à tous pour ce webinaire qui est le 2e webinaire organisé par la FFRE à l'occasion de ses 30 ans. Comme je le disais à un instant, donc ce webinaire est en direct, il est aussi diffusé en direct sur Facebook Live et vous aurez la possibilité de le revoir sur notre chaîne YouTube avec le lien qui sera accessible à partir de notre site internet. Ça sera en ligne ce week-end ou lundi et on fera aussi un compte-rendu écrit de ce séminaire. On tient à remercier pour leur soutien les industriels Zogenix, ESAI et Livanova, grâce auxquels on a pu organiser ces webinaires aussi. Merci à vous d'être si nombreux. Vous étiez déjà nombreux lors du premier webinaire et on a beaucoup de personnes déjà connectées et qui ont manifesté leur intérêt pour ce sujet, qui donc est consacré à la prise en charge des enfants souffrant d'épilepsie. Et on va commencer tout de suite. Je vais passer la parole donc pour lancer le webinaire à Dominique Felten, qui est depuis quelques semaines le nouveau président de la Fondation. Dominique, c'est à vous. Merci Emmanuel. Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus pour ce 2e webinaire des 30 ans de la FFRE, donc sur le sujet des enfants souffrant d'épilepsie. Je suis vraiment content de vous accueillir aujourd'hui en tant que nouveau président de la FFRE. Comme un certain nombre ne me connaissent pas, quelques mots pour me présenter à vous. Je suis un médecin neurologue originaire du service de santé des armées. J'ai été chef de service hospitalier, directeur d'hôpital, directeur d'un institut de recherche. Et en fait, cela fait maintenant plus de 20 ans que je suis au conseil d'administration de la FFRE. Bernard Eisenberg, qui était notre président et qui est le fondateur de la FFRE, a souhaité me passer le relais au cours de cette année 2021. Et je le remercie de l'honneur qu'il me fait en m'ayant choisi pour assurer sa succession. Je mesure aussi les obligations qui vont avec, puisque la FFRE a un rôle important à jouer dans ses différentes missions, notamment le soutien pour les patients et les familles, pour les interventions auprès des autorités de santé, et Dieu sait que c'est important pour faire connaître l'épilepsie, reconnaître les besoins des patients, des familles, les besoins en termes d'examen, de remboursement et des tas d'autres choses. Et enfin, la 3e mission qui est toute particulière pour la FFRE, qui est le soutien financier à la recherche. Donc Bernard Eisenberg m'a confié les rênes de la Fondation. J'en suis très honoré et je voulais vous assurer de mon engagement pour mériter la confiance de la Fondation pour les années à venir.
Emmanuel, je vous laisse reparler du webinaire. Vous voulez peut-être redire un mot Vous voulez peut-être redire un mot du sujet des épilepsies des enfants? Alors, bien volontiers. Donc, c'est le deuxième webinaire des 30 ans. Pourquoi le sujet de la prise en charge des enfants avec épilepsie? Parce que, bien entendu, c'est un sujet extrêmement important et qui concerne un grand nombre de personnes. Le nombre des inscrits à ce webinaire en témoigne. L'épilepsie de l'enfance a une incidence et une prévalence importante. Nos intervenants en parleront. Près de 50% des épilepsies débutent dans l'enfance, ce qui est évidemment extrêmement important en termes quantitatifs. La particularité des épilepsies de l'enfance, vous le verrez, c'est leur pluralité, encore plus probablement que pour l'adulte. La particularité également est la grande variabilité du pronostic de l'épilepsie. C'est vrai chez l'adulte, mais ça l'est aussi chez l'enfant, avec des épilepsies totalement bénignes qui très rapidement ne sont plus symptomatiques et des épilepsies, bien entendu, beaucoup plus graves, avec beaucoup plus d'incidence sur la vie de l'enfant et son retentissement dans sa vie quotidienne, dans sa vie professionnelle et sur la vie de la famille. Et ça aussi, nos intervenants vont en parler. Donc, on va donc pouvoir parler justement de qui sont nos 3 intervenants. Alors, je vous en parle dans 2 secondes. Je voudrais aussi insister sur une particularité de l'épilepsie de l'enfance, qui est la fréquence des signes associés, ce qu'on appelle les comorbidités, et en particulier pour les épilepsies qui débutent tôt, les troubles de neurodéveloppement et les troubles comportementaux qui vont être associés fréquemment. Alors, nous avons 3 intervenants qui ont accepté de parler de ce sujet. Dans l'ordre d'expression, je crois que ce n'est pas celui de… Si, Mathieu Mille parle en premier. Alors, Mathieu Mille est un professeur de pédiatrie, neuropédiatre, qui s'occupe d'épileptologie. Il travaille à la Timone à Marseille. Et il est coordonnateur du centre de référence des épilepsies rares de l'enfant et des déficiences intellectuelles de cause rare. Le deuxième intervenant sera donc Stéphane Auvin, également professeur de neuropédiatrie. Il travaille à l'hôpital Robert Debré à Paris, où il est chef de service. Et il travaille également en centre de référence des épilepsies rares et des maladies inflammatoires du cerveau. Enfin, notre troisième intervenant ne sera pas un professionnel de santé, c'est Alain Doen, qui est un bénévole très actif de la Fondation, qui est le papa d'une petite fille aujourd'hui âgée de 13 ans, qui souffre d'épilepsie et qui pourra nous donner son expérience de la vie d'une famille touchée par l'épilepsie, des difficultés, des soucis, mais probablement aussi des joies qui vont avec. Merci Dominique. Donc, on a organisé ce webinaire en 2 parties, une partie sur la prise en charge en général des épilepsies de l'enfant et une partie sur la prise en charge des épilepsies pharmacorésistantes et des épilepsies rares de l'enfant. Donc, dans un premier temps, on parle effectivement de qu'est-ce qu'on peut dire de la prise en charge des épilepsies de l'enfant en général. Et donc, on passe la parole à Mathieu Mille. Mathieu. Merci beaucoup, merci Dominique et plus généralement merci la FFRE de me donner l'opportunité de parler d'épilepsie chez l'enfant. C'est avec Stéphane, c'est notre quotidien en tant que médecin et puis bien sûr c'est notre quotidien aussi de discuter avec des enfants et leurs familles de cette maladie qui est effectivement à la fois très fréquente et vraiment très hétérogène et ça rend l'exercice d'aujourd'hui un petit peu difficile parce que
on aimerait bien être très précis et très, oui, enfin, répondre à des questions précises pour chaque parent ou chaque enfant qui nous écoute, et en même temps, ce serait pas très utile pour les autres, parce que l'hétérogénéité de cette maladie fait que on n'a pas de recette toute faite pour aucune épilepsie et qu'on doit vraiment faire de la médecine qui s'adapte à chacun. Mais ceci dit, l'idée de ce premier topo, c'est de parler quand même de ce qui nous permet de classer les épilepsies actuellement, et ce qui nous permet, devant un enfant qu'on voit et qu'on rencontre avec sa famille, de raisonner et de pouvoir faire des groupes de malades, des groupes de maladies, pour parler des traitements qui nous semblent éventuellement efficaces, ceux qu'on n'essayera pas, parler aussi du pronostic qui, ça a été dit, est très variable, et puis parler des objectifs de la prise en charge, et du fait que quand on prend en charge un enfant épileptique, on ne prend pas en charge que ses crises, et on va bien au-delà. On prend en charge un enfant qui a une maladie chronique avec tout ce que ça comporte. Parmi toutes les particularités de l'épilepsie chez l'enfant, il y en a une qui est très importante, c'est que, surtout quand l'épilepsie débute tôt, elle impacte le développement de l'enfant, sans qu'on comprenne bien le lien entre cet impact et la fréquence des crises. Ce n'est pas du tout toujours lié à la fréquence des crises ou au type de crise, c'est bien plus compliqué que ça. Et donc, on est face à des enfants qui ont souvent des difficultés développementales, hein, qui vont de difficultés scolaires à des troubles plus importants. Merci. Et donc, comment se fait le diagnostic, première étape de cette prise en Voilà, alors charge? c'est pour essayer de parler à tout le monde, quand on parle d'épilepsie, quand même, globalement, on parle d'une première crise, un premier événement qui nous fait poser le diagnostic. Enfin, voilà, il y a eu un événement, une crise épileptique. Est-ce que c'est l'entrée dans une maladie épileptique, ou est-ce que c'est un événement occasionnel? Ah, ben, c'est toute la démarche initiale, et probablement que beaucoup d'entre vous ont vécu cette démarche où on a eu une première crise. Mon enfant a fait une crise, et on est dans une phase un petit peu de questionnement qui nécessite un bilan pour savoir si on parle d'épilepsie, et donc on fait une annonce de diagnostic d'épilepsie maladie chronique, ou si pour le moment on reste dans un événement qui est occasionnel et qui nécessite un bilan. Euh, Pourquoi cette période, elle peut être un peu prolongée? C'est que quelquefois, après une première crise, on n'a pas la réponse, hein. Quand on a une première crise, qu'elle soit partielle ou généralisée, nous, on doit répondre à la question, est-ce que c'est quelque chose d'urgent? Est-ce que c'est un processus qui nécessite un traitement urgent, un problème ionique, un problème vasculaire, un problème traumatique? Puis une fois qu'on a écarté ça, on est face à une première crise, et on sait que statistiquement, dans 50% des cas, ce sera un événement qui restera isolé. Donc, c'est pour ça qu'on ne parle pas toujours d'épilepsie. Et puis, dans 50% des cas, ça peut être le début d'une épilepsie. Et pour répondre à la question d'épilepsie ou pas, on doit souvent attendre un petit peu de voir un neuropédiatre, d'avoir fait un électroencéphalogramme, d'avoir été, voilà, que la famille ait été rencontrée par quelqu'un qui connaît bien l'épilepsie. Et puis, diapositive suivante, on est dans la situation d'annonce de diagnostic dans différentes situations, soit parce qu'il y a eu plus d'une crise en fait, et le temps que les familles rencontrent le neuropédiatre, il y a eu une répétition de crises sans facteur déclenchant, ou parce que d'emblée c'était une épilepsie, ça peut arriver chez l'enfant, hein, qui est d'emblée assez orageuse, avec d'emblée des crises qui sont fréquentes. Et donc assez rapidement, le diagnostic d'épilepsie peut être porté. Et puis quelquefois, il y a eu une seule crise, mais le bilan de cette crise nous fait dire qu'il s'agit d'une épilepsie. Soit parce que le bilan a montré qu'il y avait des risques de récidive, une malformation cérébrale par exemple, hein, dont on sait que quand elle est présente et qu'il y a une première crise, il y a un risque de récidive élevé. Alors on n'entend pas la deuxième pour parler d'épilepsie. Soit parce que au terme du bilan, on peut faire un diagnostic de syndrome épileptique. Donc on peut nommer une maladie épileptique. Et donc là aussi, hein, on n'attend pas forcément la deuxième crise pour expliquer à l'enfant, s'il a l'âge de comprendre, et à sa famille, voilà, qu'on est dans une maladie chronique qui s'appelle l'épilepsie, et que donc on va parler de cette maladie à la lumière de la classification qu'on a pu faire pour l'enfant qui est face à nous. Et c'est Donc, là qu'est la on cherche à difficulté. savoir de quel type d'épilepsie il s'agit, c'est ça?
Exactement. On cherche à savoir de quel type d'épilepsie il s'agit et comment classer cette épilepsie. Et pour ça, on ne passera jamais à côté d'une- d'une- d'un élément extrêmement important de la consultation qui est l'interrogatoire de l'enfant et de sa famille. Alors, ce n'est pas un très joli mot, interrogatoire, mais c'est quand même assez proche de la réalité. C'est-à-dire qu'on doit vraiment faire préciser les choses. Hein, qu'est-ce que vous avez vu? Même si vous ne vous sentez pas très expert, racontez-nous ce que vous avez vu, racontez-nous les circonstances de ce que vous avez vécu, de ce que votre enfant a vécu. Et nous, c'est quelque chose qui est absolument incontournable pour nous. On n'a pas d'examen, on n'a pas de prise de sang, on n'a pas d'examen de radiologie qui nous fait dire ça c'était une crise ou c'était pas une crise. On doit se baser sur ce que les parents nous racontent. Et alors quelquefois on peut être aidé de vidéos familiales, quelquefois on peut être aidé de EG, bien sûr, hein, mais quand même, l'interrogatoire des parents et de l'enfant, c'est quelque chose de vraiment incontournable. Et vous avez tous vu qu'on passe beaucoup de temps à demander de nous raconter ce qui se passe au cours d'une crise. Alors souvent, parce qu'on connaît bien les familles et qu'on apprend à se connaître, en fait, on est de plus en plus précis dans la description. Hein. Les familles savent les informations qui sont pertinentes et nous, on apprend à bien demander. On insiste beaucoup sur ça avec les étudiants, hein, de bien interroger les familles. Puis ensuite, voilà, on fait une classification des crises, généralisée versus partielle. Et ça nous permet ensuite de classer l'épilepsie de l'enfant, de faire des hypothèses sur l'étiologie. Donc, on peut aller un petit peu plus vite. Donc, le type d'épilepsie il dépend du type de crise, bien sûr, mais aussi de l'EEG, de l'examen de l'enfant, de son histoire, d'éventuellement d'autres examens complémentaires. Et ça permet d'avoir une idée voilà, du syndrome épileptique dans lequel on se place. Alors, je vous l'ai dit en introduction, il y a plus de 20 syndromes différents, mais on peut quand même retrouver 4 grandes familles. Hein. C'est les familles d'épilepsie génétique, qui sont des épilepsies presque programmées depuis la conception pour arriver à un moment donné. Souvent, c'est des épilepsies qui sont âge dépendantes, qui commencent à un âge donné, qui éventuellement guérissent à un âge donné et qui ont des patrons EEG qui sont spécifiques et qu'on connaît bien et qui nous aident à faire ce diagnostic. Alors, ces épilepsies génétiques, elles peuvent être partielles, avec des crises focales partielles ou généralisées. Et puis, ça, c'est à peu près une petite moitié des épilepsies de l'enfant. Et puis, l'autre moitié des épilepsies de l'enfant, c'est des épilepsies qu'on appelle structurales. Ça veut dire qu'elles peuvent être génétiques ou non, mais en tout cas, c'est parce qu'il y a une anomalie sur l'IRM, suspectée parfois ou visible d'autres fois, que l'épilepsie est présente. Hein, et donc, si ces anomalies structurelles, vous avez certainement entendu parler des dysplasies corticales focales, des polymicrogyries, des pachygyries, des hétérotopies, des anomalies quelquefois qui sont tellement petites qu'on les suspecte plus que qu'on les voit, hein, mais qui sont responsables de l'épilepsie. Et donc, ces deux grandes familles d'épilepsie, structurale génétique, et ces deux grands types d'épilepsie, focale ou généralisée, ça représente la quasi-totalité des épilepsies qu'on suit. Alors, il y a d'autres causes plus rares, des épilepsies inflammatoires, des épilepsies métaboliques, hein, mais finalement, quand on connaît ces deux grandes causes, on arrive à bien classer la plupart des enfants qu'on voit et on arrive à parler du coup des causes suspectées ou des causes parfois prouvées. Alors, il y a eu énormément de progrès dans l'exploration des causes génétiques de l'épilepsie. On pourra en parler rapidement s'il y a des questions, mais aussi des progrès dans l'exploration de la morphologie du cerveau. On fait des IRM de plus en plus précises, on fait des examens fonctionnels qui nous aident à localiser d'éventuelles anomalies structurelles qui nous permettent de classer l'épilepsie. Et ça a des implications importantes pour la prise en charge des patients. Et puis, les étapes qu'on n'oublie jamais en pédiatrie, c'est le retentissement de cette épilepsie sur la vie quotidienne, sur la scolarité. Hein. La plupart des familles qui nous écoutent doivent bien être d'accord avec moi quand la plupart des patients, finalement, les crises, on en parle un petit peu et on parle beaucoup, beaucoup plus de la scolarité, de la vie quotidienne et de ce dont va parler Stéphane plus tard. On a beaucoup de questions à ce sujet, bien sûr. Bien, j'imagine bien. Ouais. Et donc, une fois que le diagnostic et la cause, etc., sont posés, sont trouvés, se pose la question des traitements, c'est ça? Se pose la question alors des objectifs de la prise en charge. Hein, c'est vrai que les objectifs de la prise en charge en termes de crise, en termes de qualité de vie, en termes de projet pour l'enfant, projet professionnel, projet de vie, c'est des objectifs qu'on essaye
de mettre en place assez tôt, mais qui évalue avec la vie de l'enfant, avec la vie des parents. Et c'est très important, avant plus que de parler de traitement des crises, de parler des objectifs. On est tous conscients malheureusement que quelquefois, l'objectif de contrôle complet de l'épilepsie, il n'est pas atteignable. Et donc, c'est bien de pouvoir en parler aux parents et de se mettre d'accord sur les objectifs qu'on peut mettre en place ensemble, compte tenu des limites qui sont liées au fait qu'un tiers des épilepsies restent toujours actuellement, disons, c'est pas sans solution, mais pas complètement contrôlé par les traitements, qu'ils soient médicamenteux ou autres. Et puis, c'est pour faire la transition avec le topo suivant, on parle aussi des risques et des conseils qu'on peut donner pour éviter que l'épilepsie s'accompagne de complications graves. Hein, et la plupart du temps, chez l'enfant, quand même, on peut dire que ces complications, elles sont rares et qu'elles sont d'autant plus rares qu'elles sont anticipées, même si il y a des situations où même anticiper et même appréhender, c'est des situations qui restent possibles. Voilà. Et puis les grandes lignes du traitement, hein, c'est on traite un enfant, on ne traite pas des crises. Et donc, on traite un enfant avec des médicaments qui, malheureusement, n'ont pas d'autre effet que diminuer la probabilité de survenue des crises et qui n'ont pas d'effet sur la maladie elle-même. Et donc, quand c'est une maladie qui est transitoire dans la vie, ça peut suffire de donner des traitements. Quand c'est une maladie qui est prolongée, mais qui est bien sensible au traitement, on sait qu'on part pour des traitements longs. Et quand c'est une maladie qui n'est pas complètement contrôlée par les médicaments anti-crise, on sait que la prise en charge va être beaucoup plus complexe et va être pas du tout simplement un traitement des crises. Ça va être un traitement, enfin en tout cas un accompagnement dans une vie qui sera plus ou moins différente. Alors, les antiépileptiques, il y en a énormément et le choix dépend de plein de paramètres et c'est ça qui est difficile, c'est que ça dépend aussi des habitudes du prescripteur, ça dépend aussi de paramètres qui sont difficiles à anticiper autrement que dans une consultation qui est vraiment un espace très particulier. Donc, on n'a pas de recette de cuisine et c'est parfois difficile pour les patients de se dire mais pourquoi il a mis tel médicament alors que j'ai l'impression, en demandant à d'autres parents, que ce médicament il a été moins prescrit. Et puis, parfois, on peut mettre des traitements qui sont plus ciblés, qui sont plus développés pour telle ou telle maladie, tel ou tel syndrome, ou parce qu'ils ont un effet levier, un effet peut-être causal sur la maladie. Donc, j'ai mis quelques exemples, les vérolimus dans la sclérose tubéreuse de Bourneville, le cannabidiol, alors ce n'est pas un traitement causal, mais c'est un traitement qui a été développé sur de certaines épilepsies rares, même s'il est en expérimentation maintenant de manière beaucoup plus large sur plus d'épilepsies. Et puis, on espère tous, hein, tous parents, familles, neuropédiatres, que dans le futur, on aura des molécules qui seront vraiment spécifiquement construites pour des maladies particulières et qui seront presque faites à façon pour les enfants qu'on voit dans des situations particulières, dans l'objectif de vraiment pouvoir traiter l'enfant qu'on a en face de nous avec toutes ses spécificités. Mais pour l'instant, on n'en est pas tout à fait là, même si on a vraiment on a des prémices qui arrivent avec des premières thérapies géniques, alors non pas dans l'épilepsie, mais dans des maladies qui sont quand même des maladies neurologiques, et puis des essais qui vont se mettre en place pour certaines maladies, pour certaines épilepsies rares, mais extrêmement sévères. Merci, professeur Mille. Donc, il y a des questions bien sûr qui arrivent aussi et qu'on avait eu précédemment sur les traitements. Vous le disiez tout à l'heure, il y a aussi un certain nombre de questions qui se posent à partir du moment où le diagnostic est posé sur quelles sont les conséquences sur la vie quotidienne et sur la vie scolaire, sur la vie sociale, qu'est-ce qui se passe au passage à l'âge adolescent. Et donc, pour répondre à ces questions-là, on passe la parole au professeur Stéphane Auvin. Bonsoir à tous. Alors, merci pour cette invitation. Je suis content d'être là. J'ai essayé de répondre à quelques questions au fur et à mesure, mais ça va plus vite que je ne réponds, donc j'essaierai de répondre encore après. L'idée un peu de discuter des à côté, et Mathieu l'a bien dit en introduction, les épilepsies, ce n'est pas simplement les crises, même si c'est la partie émergée de l'iceberg, que la survenue d'une crise est un événement significatif dans la vie d'un patient et de sa famille, que ça inquiète à juste titre, que c'est quand même un symptôme qu'on prend en considération, mais bien entendu, il y a bien plus que simplement ces répétitions de crise. La première chose qui vient en tête, c'est les adaptations dans la vie quotidienne. Il n'y a pas de règle absolue et générale et identique pour tous les patients, et tous les enfants et tous les adolescents avec épilepsie. Il y a un certain nombre de choses qui sont
assez des liens finalement communs pour l'ensemble de ces maladies. Mais en fait, la plupart de ces recommandations, elles doivent finalement être relativement adaptées au type de maladie, à la fréquence des symptômes. On peut avoir pour un même type d'épilepsie un patient qui va faire des crises assez fréquemment, alors qu'un n'en a pas fait depuis plus longtemps, mais doit maintenir un traitement. Donc, il faut quand même s'intéresser pour ces recommandations à de quelle maladie on a affaire, quel est le type de traitement, comment cette maladie est contrôlée, et puis comment est le cadre de vie et la vie quotidienne. Donc, même si on va parler de règles en général, malgré tout, ça reste à faire des adaptations assez individuelles. Une des premières recommandations de la vie quotidienne dont on parle assez souvent, c'est le fait de ne pas prendre de bain tout seul. Alors, pour les tout petits enfants, ça paraît une évidence. Aucun parent va laisser un enfant de 2 ans prendre son bain tout seul. Mais quand on a 13, 14, 15, 16, 17 ans, prendre un bain tout seul, ça paraît plus que nécessaire. Et donc, finalement, il y a quand même dans ces recommandations, pour les patients qui ont des crises non contrôlées, il y a un risque. Quand on regarde les études, le risque de noyade est plus fréquemment dans une baignoire que dans la piscine ou dans la mer, pour les études qui se sont intéressées à ce type d'accident malheureux. Il ne faut pas interdire le bain. Dans les règles générales sur la vie quotidienne des patients avec épilepsie, il faut tout faire, en tout cas dans la mesure du possible et avec l'état de leur maladie au moment où on donne les recommandations, il faut tout faire pour que les patients aient la vie la plus normale possible. Donc le bain, il ne doit pas forcément être interdit, mais quand on prend le bain, il ne faut pas avoir un bain tout seul quand on est tout seul à la maison et que les parents sont encore au travail, qu'il n'y a personne qui est présent. Si on prend un bain, on ne ferme pas la porte à clé de la salle de bain. Éventuellement, on met un petit panneau comme à l'hôtel, ne pas déranger, et puis que tous les frères et sœurs respectent bien la règle et n'en profitent pas pour faire bisquer celui qui prend le bain en rentrant exprès à ce moment-là. Bon, voilà, c'est des petites choses, mais ça fait partie des éléments du quotidien. Dans les éléments de la salle de bain, c'est pareil. Les mitigeurs sont parfois à risque. Si en faisant une crise, pendant une douche, on bouge le mitigeur et que la température maximum de la température de l'eau chaude est élevée, on peut avoir des brûlures. Donc, le moyen assez simple, c'est de contrôler. Maintenant, il y a des mitigeurs partout. C'est difficile d'aller faire réinstaller des robinets à l'ancienne. Un des éléments qui est souvent, en fait, parce que méconnu, ou en tout cas parce que la communication est particulière, c'est tout ce qui est autour des écrans et des jeux vidéo. Les crises induites par une séquence visuelle, par un écran ou un jeu vidéo ou une télévision, ça existe, mais c'est quelque chose finalement à l'échelle de l'ensemble des patients avec épilepsie qui est quelque chose d'assez rare comme événement. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais c'est quand même assez rare. Mais des gens en général, du grand public ou même de soignants, il y a une surreprésentation de penser que les écrans, les jeux vidéo peuvent déclencher des crises d'épilepsie. Et c'est sûrement qu'à chaque fois qu'on ouvre une boîte, qu'on a acheté un écran, il y a plein de panneaux partout. Attention, si vous avez une épilepsie, consultez votre médecin. Pareil pour tous les jeux vidéo, pour tous les films, etc. Donc à un moment, oui, il faut faire attention avec ça, mais une majorité de patients ne font pas de crise déclenchée avec des événements vidéo. On a souvent, et en particulier pour les grands enfants, à partir du CM2, là, quand ils commencent à être dans la préadolescence et puis après pendant l'adolescence, une attente, j'ai envie de dire, discordante entre ce que veut l'enfant ou l'adolescent et ce que souhaitent les parents. C'est-à-dire que l'enfant et l'adolescent, lui, il veut le feu vert pour faire autant de jeux vidéo et d'écrans qu'il veut, parce qu'il sait très bien qu'il n'a jamais fait de crise pour une majorité d'entre eux, devant les écrans et les jeux vidéo. Et les parents qui voient bien le temps devant les écrans augmenter de façon disproportionnée, souhaiteraient une régulation, à la fois inquiets de la question d'avoir une crise, mais aussi potentiellement du fait de passer beaucoup de temps devant les écrans. Alors, les soignants qu'on est, on n'est pas là pour mettre les règles pour les familles. Chacun a ses règles éducatives. Il y a des gens qui n'ont pas de télé, pas d'écran, et pour lesquels c'est leur mode de vie, et c'est très bien comme ça. Et il y en a qui sont très connectés, qui ont plusieurs écrans, qui en utilisent même plusieurs en même temps. Et voilà, on n'est pas là pour faire les règles éducatives. En pratique, il y a relativement peu de risques. Les épilepsies qui sont particulièrement à risque, il faut poser la question au médecin qui suit votre enfant. Et en général, il sait vous dire quel est le risque. Un des risques, et en particulier pour les ados et les grands ados,
c'est passer la moitié de la nuit devant l'écran. Ça fait une dette de sommeil qui est problématique potentiellement plus fréquemment dans la population des patients et des adolescents avec épilepsie que réellement le fait d'avoir passé du temps devant les écrans. Après, les soignants peuvent donner leur avis. Moi, je pense que passer 5 heures par jour devant un écran, ça ne me paraît pas le plus idéal dans la vie quotidienne. Et je me permets de le dire, mais après, encore une fois, chacun sa sensibilité. Par rapport au sommeil, oui. Non, vas-y. Par rapport au sommeil, même chose, il faut un certain nombre de souplesse. Il y a certaines formes d'épilepsie, et pas toutes, qui sont assez sensibles à la dette de sommeil, en particulier cette grande famille qu'on appelle les épilepsies génétiques ou les épilepsies généralisées idiopathiques. Oui, il faut faire attention à la dette de sommeil, c'est un facteur favorisant, ça ne crée pas la maladie, mais s'il y a un moment où ça doit revenir, ça va être à ce moment-là. Encore une fois, il ne faut pas se coucher tous les jours à la minute près, à l'heure près, comme prendre un traitement à la minute près, à l'heure près. Ça n'a pas plus de sens ni l'un ni l'autre, mais il faut réguler la quantité de sommeil. Donc, un jeune qui irait se coucher plus tard peut anticiper la veille ou le lendemain. Dans cette période un peu Covid, aucun de nous a laissé sortir ses adolescents le soir puisque personne ne sortait, mais on espère qu'on va y revenir et donc il y aura ces questions d'autonomie et de soirée avec la dette de sommeil qui en fait partie. Alors, ça, c'était sur les conseils de vie au quotidien, mais que peut-on faire et notamment, est-ce qu'on peut faire du sport quand on est un enfant et qu'on souffre d'épilepsie? Alors, on peut faire quasiment tous les sports, mais il faut être raisonnable en fonction du stade de la maladie et de la fréquence des crises. Les sports, on peut les classer avec des risques de pas de risque à des risques élevés. Dans les risques, mais même sans avoir d'épilepsie, on peut classer parmi nos enfants les sports qui sont de faible risque à risque élevé. Jouer au football sur un terrain ou jouer au basketball sur un terrain pose probablement moins de risques que de faire de l'équitation en faisant du saut. Voilà. Mais quand on est parent et qu'on accepte qu'un de ses enfants fasse de l'équitation avec saut, on sait d'emblée, même sans épilepsie, qu'il y a un risque. Alors forcément, dans le cadre des épilepsies, il faut prendre en considération le fait d'avoir une épilepsie. Et finalement, c'est comment surviennent les crises, quand surviennent les crises et comment l'épilepsie est contrôlée. Un patient qui continue à faire des crises, qui n'a fait que des crises dans son sommeil, systématiquement dans son sommeil et jamais autre part, moi, je ne fais pas de sport en dormant. Je pense que vos enfants ne font pas de sport en dormant, peut-être en rêvant, mais pas réellement du sport. Et dans ce cas-là, en fait, voilà, il faut prendre ces facteurs-là en considération. Donc, les sports qui sont finalement des sports ou collectifs ou des sports sur lesquels il n'y a pas de risque en particulier, en fait, on ne prend pas plus de risques que d'avoir une crise dans la vie quotidienne. Les sports à risque modéré, je vous ai remis ici par exemple les exemples natation, équitation, vélo, patinage, gymnastique. Là, il faut prendre en considération quand surviennent les crises, comment l'épilepsie est contrôlée, quel est le type de crise, est-ce qu'on les sent venir. Voilà. Et ça, c'est une discussion un petit peu raisonnée. Ensuite, il y a les sports à haut risque et dont certains, pour avoir une licence, en fait, on ne peut pas. Mais finalement, c'est des sports qui concernent assez peu les enfants, la plongée sous-marine avec bouteille, les sports automobiles, l'escalade de haute montagne. Pour le coup, ça, malheureusement, on rentre vraiment, en tout cas quand c'est un niveau de compétition et pour lequel il faut un certificat médical, dans des choses réglementées où on ne peut pas. Je ne parle pas de l'escalade sur le mur d'escalade au collège, où là, il n'y a pas de raison. Enfin, je veux dire, n'importe quel élève peut monter et louper une prise et tomber. La seule recommandation qu'on peut donner dans ces murs d'escalade, c'est que souvent, en fait, ils travaillent par binôme avec un qui protège pendant que l'autre monte et vice-versa. Le patient qui a une épilepsie, si on peut ne pas lui faire tenir le rôle de celui qui protège, il peut monter autant qu'il veut, mais si en effet il a une crise à ce moment-là, il ne protège plus son camarade. Finalement, il y a beaucoup de... On a perdu Stéphane Auvin. les soignants et avoir cette discussion-là. Mais il n'y a pas de choses purement et strictement, c'est interdit, c'est dans une liste, en dehors des 3 petites choses dont je vous ai parlé, avec des choses qui sont quand même particulières pour des enfants, comme la plongée sous-marine avec bouteille, les sports motorisés et l'escalade de haute montagne. Qu'est-ce qui se passe quand l'enfant devient adolescent et quand l'adolescent devient adulte? C'est une autre problématique importante dont on avait déjà abordé lors d'un colloque. C'est une problématique fondamentale avec, je pense, 2 situations un peu différentes pour le soignant. Bon, je parle un peu de mon point de vue, mais pour le parent aussi, finalement. Ce n'est pas la même chose de débuter une épilepsie quand on est adolescent et qu'on a déjà enclenché un processus d'adolescent
que d'avoir une épilepsie depuis l'enfance, de devenir adolescent. L'enjeu de l'adolescence, c'est qu'on passe d'un référentiel où on était dans une mouvance familiale avec des référents que sont souvent les parents. Et puis, à l'adolescence, on commence à avoir une acquisition progressive de l'autonomie. Les référents, c'est son groupe d'amis, c'est les pairs, PAIR, qui sont vraiment très importants, dans lequel on fait, dans ce groupe d'amis, des conduites d'essai, etc. Et puis après, on devient adulte et on a sa propre vie. C'est un peu la dynamique de l'adolescence avec un certain nombre de changements qui ne sont pas simples, et dans les idées, mais aussi dans la transformation corporelle, etc. Et donc, il y a tout un enjeu. Alors, quand l'épilepsie débute à l'adolescence, en fait, je pense que l'adolescent doit être directement l'interlocuteur, c'est lui qui est soigné. Alors qu'en fait, finalement, quand on a construit une relation de soins avec un enfant qui devient adolescent avec une épilepsie, on a beaucoup passé de temps, même si on s'est adressé à l'enfant en lui expliquant les choses. Les responsables, entre guillemets, du soin et de la vie quotidienne, c'était les parents. Et donc là, il va falloir, il y a tout un travail à faire, et qu'il y a un travail à plusieurs, c'est-à-dire le soignant doit faire le job, l'enfant doit faire le job, la famille doit faire le job, de prendre progressivement une position différente, mais il y a plein d'enjeux avec des questions qui existent, les troubles du comportement qui émergent, plus impulsifs, le besoin d'autonomie qui n'est pas toujours simple à laisser quand l'épilepsie n'est pas contrôlée, le développement des opinions, le fait d'avoir un groupe de pairs, si on est très isolé, qu'on ne peut jamais se retrouver avec d'autres enfants parce que non, on ne peut pas sortir, on n'a pas d'autonomie parce qu'il y a trop le risque de crise, etc. En fait, on ne sait pas conduire ces codes sociaux. Enfin, bon, je vais le dire sur le ton de la plaisanterie, je le dis souvent comme ça, mais quand on est ado et qu'un jour on dit « Ah, waouh, c'est vachement bien d'avoir les cheveux bleus » et qu'on arrive avec les cheveux bleus et que tout le groupe de copains fait « Ouh, genre c'est pas beau », en fait, on a fait une conduite d'essai et puis dans notre groupe, c'est pas tellement comme ça qu'on fera après. Et on a fait des conduites d'essai. Pareil, on arrivait avec un costume doré de la tête aux pieds et tout le monde fait « Ça pique aux yeux », on le fera plus tellement non plus. Bon, je donne des exemples un peu caricaturaux, mais ces attitudes de faire des essais dans les relations sociales, c'est comme ça qu'on construit ces codes. Les codes sociaux de nos enfants adolescents sont pas les mêmes. La façon dont nous, ce qui était drôle quand on était adolescent, c'est ringard pour eux. Et ils auront les codes sociaux de leur génération. Mais si on saute complètement cette période, mais c'est quelque chose de pas toujours facile à faire en fonction de la maladie, eh ils vont se retrouver brutalement adultes à l'âge adulte, sans les codes sociaux de leur génération ou sans avoir appris les codes sociaux et les conduites d'essai dans un groupe d'amis. Et ils vont faire les conduites d'essai à un moment où plus personne ne les fait. Donc c'est vraiment quelque chose de vraiment important à prendre en considération, tout autant que la partie médicale, me semble-t-il. Merci pour ce premier aperçu sur la prise en charge globale des épilepsies. On a beaucoup de questions et on a un petit quart d'heure de retard, ce qui pour l'instant reste raisonnable. On va essayer de ne pas en avoir plus. Première question, alors je vous laisse voir entre vous qui peut répondre. En ce qui concerne l'épilepsie génétique, quand aucune autre personne de la famille n'est atteinte, comment se fait-il que l'épilepsie génétique à un moment apparaisse ? Alors, je veux bien répondre. En fait, la plupart de ces épilepsies génétiques, elles surviennent ce qu'on appelle de novo. Ça veut dire que c'est dans les gènes de l'enfant quand il est construit, mais ce n'est pas forcément hérité des parents. Voilà. Génétique, ça ne veut pas forcément dire que c'est dans la famille et que c'est une récidive d'une maladie qui est connue. Il y a aussi des épilepsies génétiques où chacun des deux parents peut être éventuellement porteur, ce qu'on appelle à l'état hétérozygote, c'est-à-dire qu'il est porteur sain. Il a une copie du gène malade et une copie du gène sain, et l'enfant a les deux copies malades. Mais ce n'est pas la majorité. Et donc, il y a des fois où les parents n'ont absolument aucun signe, aucun gène de la maladie, et c'est leur enfant qui est porteur. Quand on fait un enfant, en fait, on lui transmet nos gènes, mais il y a une partie des gènes de l'enfant qui lui appartiennent qu'à lui. C'est comme ça que l'humanité évolue. Et donc, quelquefois, il y a un gène qui n'est pas comme celui de ses parents et qui n'est pas évolué dans le bon sens, qui a évolué dans un sens défavorable et qui est responsable d'une épilepsie. Merci Mathieu. Autre question, est-ce qu'un traitement peut aggraver une épilepsie ? Alors, je veux bien répondre si tu veux, Mathieu. J'avais vu cette question. C'est pas facile de répondre. Tout traitement antiépileptique peut potentiellement aggraver une épilepsie. C'est-à-dire que même si on veut faire mieux,
ça peut être moins bien, avec pas toujours des mécanismes évidents. Par contre, pour certaines épilepsies données, pour certains syndromes bien identifiés, on est sûr et certain, lié à certains mécanismes, que certaines molécules sont sûr et certain aggravantes. Mais ça, normalement, le médecin spécialiste de l'épilepsie qui prend en charge votre enfant est bien au courant et ne va pas aller utiliser un médicament aggravant. Mais même en utilisant un médicament qui est approprié pour la maladie donnée, pour le sous-type d'épilepsie donnée, on peut avoir des aggravations. Alors, j'avais lu la question, mais ce n'était pas facile de répondre par écrit. Et la question, elle allait aussi, est-ce que quand on s'est aggravé, ça reste définitivement aggravé? Non. Alors, on est toujours un peu avec prudence. La médecine, ce n'est pas la production d'ingénieurs avec une voiture cassée où on répare le moteur ou la production de tuyaux au mètre. Et l'humain est plein de facteurs. Et il y a toujours des exceptions exceptionnelles. C'est comme ça. Mais la grande généralité, c'est quand on met un médicament et qu'il y a une aggravation, le retrait de ce médicament conduit à un retour à l'état antérieur, parfois avec un peu de temps, mais retour à l'état antérieur, c'est quand même la situation la plus fréquente. Autre question sur les médicaments. Est-ce que les médicaments font un barrage avec le monde extérieur? Est-ce qu'ils ont un impact effectivement sur la mémorisation? Alors, tu as un petit peu répondu, c'est-à-dire qu'il peut toujours y avoir… Je vais juste dire un élément de plus sur ça très rapidement. C'est des médicaments qui fonctionnent sur le cerveau, les médicaments anti-crise, parce qu'en fait, et Mathieu l'a dit, les seuls médicaments qu'on a aujourd'hui, c'est des anti-crises. On empêche simplement le symptôme. Ils jouent sur le cerveau et ils jouent globalement sur le cerveau. Jouant globalement sur le cerveau, ils ont tous plus ou moins le risque d'avoir un impact sur la mémorisation, l'attention, toute fonction cognitive de notre cerveau. Et c'est en ça où, c'est ce que je disais Mathieu, on traite un enfant, on ne traite pas une épilepsie. Le bon traitement, ce n'est pas simplement il n'y a pas de crise, c'est quel est le nouvel équilibre entre les crises et le quotidien, et notamment les capacités de mémoire, d'attention, d'interaction, enfin tout ce qu'on veut, tout ce que peut produire notre cerveau en termes d'aspect cognitif. Donc ça peut. Mais en même temps, laisser l'épilepsie évoluer, pour beaucoup de ces épilepsies, là aussi, ça va impacter la cognition. Donc en fait, on n'est pas dans une situation idéale, on aimerait, mais on n'en est pas là en 2021. On est toujours dans une situation de compromis, c'est-à-dire le traitement avec le moins de crise, ou si possible pas du tout de crise, et le moins d'effets secondaires, et surtout le moins d'effets secondaires cognitifs. C'est un peu ça l'objectif. On va prendre encore deux questions. Toujours sur les traitements, est-ce que la recherche est très active sur la recherche de nouveaux traitements anti-épileptiques? Alors, vous disiez tous les deux qu'il y a déjà beaucoup de traitements. Est-ce que la recherche continue pour la recherche de ces nouveaux traitements, de nouveaux traitements qui soient plus efficaces, par exemple sur les épilepsies pharmacorésistantes dont on va parler dans un instant? Alors, on sera tous les deux d'accord pour dire que oui, il y a quand même, c'est vrai que bon, l'épilepsie, c'est une maladie hétérogène, mais quand même, ça fait énormément de patients et donc c'est vraiment un problème de santé publique. Et donc, il y a quand même, à l'échelle de l'épilepsie, il y a beaucoup de recherche, de la recherche académique, mieux comprendre, élaborer des modèles, essayer de comprendre ce qui se passe quand le cerveau fait une crise, quelles sont les conséquences de ces crises sur un cerveau en développement, sur un cerveau adulte, et puis de la recherche pour des nouveaux traitements, de la recherche industrielle et des recherches académiques. Et je dirais que ce qui est nouveau ces dernières années, bon, il y a des nouveaux outils, donc la recherche va plus vite. On l'a vu, on est capable maintenant de faire des progrès, de trouver des vaccins très vite. C'est pareil pour la recherche, tout accélère en médecine. Et ce qui est assez nouveau, c'est qu'on génère des outils et des modèles qui sont de plus en plus proches de ce que de la maladie des enfants, hein, des modèles d'épilepsie génétique, des modèles qui sont des modèles animaux ou des modèles sur ordinateur ou des modèles et qui permettent d'aller plus vite encore dans la recherche de nouveaux traitements et dans l'étude des questions fondamentales qui restent. Hein. Toutes les questions que vous posez, c'est des questions qui sont extrêmement pertinentes. La conséquence des crises, la maladie elle-même, en dehors des crises, comment elle impacte les apprentissages, etc. Il y a beaucoup d'équipes qui s'intéressent à ces questions. Donc, on peut quand même dire qu'on est face à une maladie pour laquelle la recherche est très active, même si, bon, c'est l'échelle de la recherche, l'échelle de temps de la recherche, c'est toujours, c'est jamais assez rapide pour nous et pour les familles. Merci beaucoup. On va enchaîner donc, sur l'autre cas de prise en charge d'épilepsie, quand l'enfant a une épilepsie pharmacorésistante ou une épilepsie rare. Et je repasse la parole au professeur Auvin à ce sujet. Déjà, comment est-ce qu'on identifie qu'il y a une épilepsie pharmacorésistante ou une épilepsie rare?
Alors, je reviens un petit peu sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Il y a une définition de par la Ligue internationale de ce qu'est une épilepsie pharmacorésistante. Cette définition, elle est vraiment, elle a été faite dans un état d'esprit particulier. C'était assez rapidement identifier les patients qui peuvent avoir un certain type de traitement particulier de la pharmacorésistance, c'est-à-dire la chirurgie de l'épilepsie. Et donc, cette définition, elle a été vraiment identifier précocement les patients qui ont le moins de chances de répondre. Quand on débute une épilepsie, toute épilepsie confondue, et qu'on débute un premier traitement, à l'échelle d'une population, hein, pas à l'échelle d'un individu, à l'échelle d'une population, c'est-à-dire que si on prend 100 patients, et ben, en fait, il y a à peu près un patient sur deux qui va devenir libre de crise avec la première molécule, entre 40 et 50%. En gros, c'est à peu près ça. Avec une deuxième molécule, on est entre 20 et 25%. Donc, si on cumule ces deux, on est à entre 60 et 65% de patients qui ont répondu. Et comme on sait que le taux de patients pharmacorésistants, c'est 20 à 30%, vous voyez qu'après 2 chances de traitement, alors il y en a encore, et encore une fois, je redis ce que j'ai dit, je parle à l'échelle d'une population, c'est-à-dire un groupe de patients, la probabilité de répondre du groupe devient faible. Et donc, il faut proposer rapidement des stratégies particulière. Et par exemple, si on peut être guéri, comme par la chirurgie de l'épilepsie, certains types de chirurgie de l'épilepsie, on peut être guéri, il faut pouvoir la proposer précocement. C'est comme ça que la définition a été faite, qui est avoir encore des crises malgré 2 traitements appropriés, utilisés à la bonne dose. Voilà un petit peu la définition. Toujours est-il que je vais quand même reprendre à l'échelle inverse, c'était à l'échelle individuelle. Il y a d'autres études qui ont été faites de se dire, OK, ben, dans ce cas-là, pourquoi continuer à changer les médicaments si après 2 traitements, ben, la probabilité est faible. Elle est faible pour un groupe. Quand on se remet à l'échelle individuelle, continuer à changer les traitements, il y a 5%, donc c'est-à-dire 5 patients sur 100, ne vont pas faire de crise pendant au moins 2 ans si on continue à changer les traitements à l'intérieur de ce groupe qu'on appelle pharmacorésistant. Ça ne fait pas beaucoup, mais quand vous devenez, vous, avec 0 crise, vous n'êtes pas pharmacorésistant à 20 ou à 80%. C'est 0 crise, 0 crise. Donc oui, il y a un intérêt, mais après, on revient sur des choses qu'on a un peu déjà évoquées. L'objectif de traitement chez les patients pharmacorésistants, c'est avant tout la qualité de vie. Ce n'est pas un nombre de crises sur un calendrier. Entre faire une crise par 15 jours où systématiquement la crise est tellement intense avec une évolution qu'on appelle tonique-clonique bilatérale et où on finit aux urgences avec les pompiers, ou faire une crise par semaine ou par jour qui est une rupture de contact de 15 secondes qui n'entraîne jamais de chute, jamais de problème, vous voyez que tout de suite que le nombre de crises en tant que tel n'est plus un bon marqueur, c'est vraiment la qualité de vie. Donc, dans ces stratégies pour les épilepsies pharmacorésistantes, il y a d'un côté la chirurgie, et c'est là où il faut identifier ces patients-là. Et pour les patients pour lesquels il n'y a pas la chirurgie possible, les objectifs, c'est avant tout la qualité de vie, c'est ce que j'ai mis, optimiser le contrôle des crises au long cours, baisser les effets secondaires, et puis après, augmenter l'observance. Augmenter l'observance, pourquoi on dit ça? À l'échelle d'une population, on pense qu'il y a 60% des patients qui sont bien observants. C'est-à-dire que dans les patients qui continuent à faire des crises, il y a une proportion de patients où le risque de répétition des crises est aussi parce que les traitements ne sont pas pris régulièrement. Je ne dis pas que c'est quelque chose de facile, hein, prendre un traitement matin et soir au long cours, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Hein. Moi, je serais vraiment en peine de réussir à faire ça. J'oublierai plein de fois. Donc, il y a un vrai enjeu. Je ne suis pas en train de faire un jugement de qualité en disant « Ouh, c'est pas bien, il y en a qui font des crises parce qu'ils ne prennent pas bien leur traitement. » Ce n'est pas du tout mon propos. Mais voilà, il faut aussi travailler sur l'observance, parfois avec des outils. Il y en a de plus en plus qui se développent, en plus avec les outils connectés. Dans les stratégies des épilepsies pharmacorésistantes, continuer à utiliser différents antiépileptiques combinés avec des combinaisons raisonnées pour les effets secondaires en particulier. Éventuellement rentrer dans des essais cliniques avec des nouvelles molécules quand on a déjà essayé pas mal de choses. Et puis il y a d'autres stratégies qui sont des stratégies où de temps en temps on arrive à avoir pas de crise, mais pour une majorité des patients on baisse la fréquence des crises et on peut baisser des médicaments avec 2 stratégies différentes que sont les régimes cétogènes ou les stimulations du nerf vague ou d'autres stimulations cérébrales, parfois des stimulations cérébrales un peu profondes. Je ne parle pas plus de la chirurgie parce que c'est Mathieu qui en parle juste après, c'est comme ça qu'on a réparti les rôles. Donc, moi j'ai eu une question avant sur la VNS, donc on y reviendra, mais sur les différents traitements alternatifs et effectivement sur les différents régimes, quelques précisions. Alors la première chose, je le dis un peu direct parce que je suis souvent interrogé comme ça, le ou les régimes cétogènes, ce n'est pas une façon bio
de soigner les épilepsies, il y a un peu cette perception « Ah, moi, médicament, pas trop, je veux bien un régime ». En fait, ce n'est pas un régime, le régime cétogène. C'est un régime parce que c'est alimentaire, mais c'est un bouleversement complet de l'alimentation. On ne connaît pas le mécanisme. On est sûr et certain que ça marche. Scientifiquement, ça a été démontré avec les études appropriées, mais on ne connaît pas bien le mécanisme parce qu'il n'y en a pas un, et ni les mécanismes. Et c'est sûrement une combinaison de plusieurs mécanismes différents. Différentes variantes de régime cétogène avec plus ou moins de lipides, mais quel que soit le régime cétogène, que ce soit un régime cétogène classique où vous voyez la proportion de lipides par jour, 90%, riche en TCM, c'est des triglycérides à chaîne moyenne, c'est un peu plus souvent utilisé dans les pays anglo-saxons. Le régime Atkins, ça permet plus de sucre, et puis les low index glycémiques, c'est avec des aliments qui font monter la glycémie que doucement, c'est relativement peu utilisé en dehors des pays anglo-saxons. Je vais quand même dire un mot sur le régime cétogène. Le régime cétogène, ce n'est pas manger moins de bonbons et manger moins sucré. Et manger moins sucré ou manger moins de bonbons, c'est peut-être bon pour la santé, mais il n'y a aucune preuve aujourd'hui que manger moins sucré, le sucre n'est pas toxique et ne favorise pas la survenue des crises. Parfois, on a envie de croire ça parce qu'on est dans ce système-là, mais pas tellement. Juste sur le régime cétogène, dans la proportion, les sucres, c'est le pain, le riz, les pâtes, les pommes de terre, les petits pois, enfin tous les féculents, tout ça c'est du sucre aussi. Donc en fait, c'est quand même pas très simple, même s'il y a eu d'énormes efforts dans les recettes et dans des produits diététiques fabriqués pour faciliter le régime cétogène, ça reste une vraie contrainte dans le quotidien pour le patient comme pour la famille qui fait suivre ce régime. Il y a un certain nombre de maladies qui ont été identifiées comme très bons répondeurs au régime cétogène, ou c'est ceux où on a plutôt tendance à aller plus rapidement, c'est-à-dire assez rapidement dans les 2-3 premières lignes de traitement, et d'autres où on va plus tard. J'ai noté 2 maladies qui sont des maladies rares, qui sont le déficit en transporteur de glucose et le déficit en pyruvate déshydrogénase. Juste pour dire, là, ce n'est pas une option du traitement, c'est le traitement parce que c'est le seul moyen, en faisant un régime cétogène, de donner l'énergie adéquate au cerveau parce que le cerveau ne sait pas bien utiliser l'énergie. Je ne rentre pas dans le détail de ces épilepsies, mais il y a un certain nombre de syndromes où clairement c'est bien identifié. C'est pour ça qu'on en parle assez précocement dans les prises en charge. Et alors, quand on a essayé les traitements alternatifs et puis éventuellement la stimulation du nerf vague, autre possibilité qui peut être proposée, c'est la chirurgie. Donc, je repasse alors, je me permets juste de le dire un peu différemment. Je pense qu'un patient qui a une épilepsie pharmacorésistante, on doit avant tout envisager est-ce qu'il y a un seul point de départ qu'on s'est identifié pour proposer une chirurgie, et dans le cas où on ne peut pas en proposer une, ou en attendant d'en proposer une, on utilise des traitements alternatifs, mais ce n'est pas si les traitements alternatifs n'ont pas été faits, mais c'est ce que Mathieu va vous dire. Merci Stéphane. Oui, effectivement, on n'oppose pas, les prises en charge, on essaye de proposer la meilleure prise en charge au meilleur moment. Alors pour parler de la chirurgie, j'ai commencé par cette diapo qui est un petit peu complexe, mais qui illustre bien les problèmes que nous posent, les problèmes que nous posent les enfants, hein, à la fois parents et médecins, quand il y a une épilepsie. C'est que avoir une épilepsie, surtout quand elle est pharmacorésistante, hein, ce n'est pas du tout le cas de toutes les épilepsies, hein, mais une épilepsie, quand elle est pharmacorésistante, quand les crises sont fréquentes, hein, cette épilepsie, elle a une charge importante, hein, elle a une charge sur la vie de l'enfant et aussi sur ses apprentissages. Et donc, statistiquement, on s'aperçoit qu'un enfant qui fait beaucoup de crises, il apprend moins vite que les autres. Et un enfant qui apprend moins vite que les autres, souvent, c'est un adulte qui a donc appris moins de choses que les autres, hein, si on veut résumer. Et donc, un adulte qui n'a pas profité de tout ce qu'un enfant devrait apprendre. Et je ne parle pas simplement d'apprendre sur le plan scolaire, hein, apprendre aussi sur le plan des codes sociaux, etc. On en a parlé. Et donc, quand l'épilepsie pharmacorésistante, surtout quand elle a débuté tôt, hein, avant 2 ans, voire avant 5 ans, on essaye de tout faire pour essayer d'éviter que les crises soient trop fréquentes, en se disant, même si on n'en a pas complètement la preuve, hein, que si on arrive à guérir, ou en tout cas à arrêter, à limiter les crises, on va peut-être récupérer un niveau d'apprentissage, une vitesse d'apprentissage qui va permettre de reprendre des progrès et peut-être même de reprendre des capacités d'apprentissage scolaires et puis encore une fois sociales, comment se faire des amis, etc. Et donc, la chirurgie de l'épilepsie, chez l'enfant, elle a cette particularité, hein, c'est que, bien sûr, on est content si on peut dire aux parents et à l'enfant, tu n'as plus besoin de traitement, tu es guéri.
Mais quelquefois, même si on n'a pas cet objectif, si on arrive à limiter le nombre de crises, si on arrive à dire il n'y a plus de crise, même si les traitements doivent être pris, on espère qu'on peut reprendre une courbe d'apprentissage correcte. Voilà ce que ça veut dire un peu ce diaporama, c'est qu'il y a les crises, mais il y a aussi les anomalies EEG, c'est la maladie en général. Alors, il y a des conférences en France, on a établi des conférences de consensus, ça veut dire qu'on s'est tous mis d'accord pour dire voilà, à qui et quand et où doivent être proposée cette chirurgie d'épilepsie. Donc, elle est proposée dans des centres d'épilepsie de niveau 3. On appelle ça niveau 3, ça veut dire, en gros, c'est des centres qui disposent d'une activité neurochirurgicale, d'une activité d'électrophysiologie experte et de neuropédiatrie experte. Donc, les centres de niveau 3, il y en a partout en France, ça correspond aux centres de référence. Et dans ces centres, il y a deux sous-parties. Il y a la 3A, c'est pour les formes, disons, les moins complexes de la chirurgie. Et puis 3B, c'est les formes vraiment complexes avec une IRM qui nous donne pas qui nous dit pas où est l'épilepsie. Une IRM qui est dite normale, ou une épilepsie qui débute tôt dans la vie, ou qui débute tôt et qui doit être traitée tôt, avant l'âge de 9 ans. Alors, c'est des centres qui disposent d'une activité, disons, de plusieurs compétences, un neuropédiatre, épileptologue, électrophysiologiste, neurochirurgien, plus ou moins pédiatre, neuroradiologue, des neuropsychologues ou au moins une neuropsychologue, et puis la capacité d'enregistrer des crises et de faire des belles images pour être sûr qu'on n'a pas un point de départ qui est suspecté ou qui est fortement pressenti en faisant une IRM de bonne qualité ou des examens fonctionnels. On peut passer. Et donc, pour qui, ça Stéphane l'a dit, hein, pour qui alors, à la fin, tout enfant qui a une épilepsie pharmacorésistante ne sera pas opéré. Mais en tout cas, nous, ce qu'on sait, c'est que tout enfant pour lequel on a mis un traitement, éventuellement un deuxième, et qui continue de faire des crises, on doit se poser la question, est-ce qu'on ne s'est pas trompé en classant nos crises? Et est-ce que finalement on donne les bons traitements? Est-ce qu'on donne les bonnes posologies? Est-ce qu'on donne des traitements qui sont acceptés, qui sont pris par l'enfant? Et puis deux, si c'est le cas, est-ce que cet enfant, il peut bénéficier d'une chirurgie, ou en tout cas, est-ce qu'il faut qu'on enregistre des crises pour comprendre pourquoi il est résistant, puisqu'il fait partie des 25%, 30% d'enfants qui résistent au traitement. Et donc ça, c'est la phase 1, qui n'est pas vraiment de la chirurgie, c'est enregistrer des crises en vidéo EEG pour essayer de comprendre ce qui se passe quand l'enfant fait une crise. Alors, ce n'est pas possible chez tous les enfants pharmacorésistants, parce qu'on peut être pharmacorésistant avec une crise tous les 6 mois. Évidemment, une crise tous les 6 mois, ça peut être vraiment casse-pied, mais on ne pourra pas enregistrer des crises, on ne va pas garder l'enfant 6 mois à l'hôpital. Donc, c'est réservé à des enfants qui font des crises assez fréquentes, des crises qui sont vraiment impactantes pour la vie quotidienne. Et c'est une étape vraiment fondamentale, parce que ces crises, ça nous permet de les voir, ça nous permet d'avoir le EEG en même temps, et ça nous permet aussi de les voir à plusieurs, des épileptologues, mais aussi des électrophysiologistes, parfois des neurologues adultes, et de confronter nos hypothèses pour essayer de répondre à la question, est-ce qu'on doit aller plus loin? Parce que peut-être il y a une indication de chirurgie et on a confirmé que c'est une épilepsie qui est vraiment impactante, pour laquelle on doit aller plus loin, on n'y arrivera pas avec les traitements. Et puis, si on doit aller plus loin, est-ce qu'on peut directement proposer, on a compris ce qui se passait et on sait ce qu'il faut enlever, et donc on peut y aller directement. Alors ça, souvent, c'est quand on a une anomalie sur l'IRM. Ou est-ce que pour aller plus loin, on doit faire des explorations invasives, et ces explorations, est-ce qu'elles peuvent être faites dans le centre où est l'enfant, ou est-ce que l'enfant doit être adressé à une autre équipe? Et puis, quelquefois, au terme de la phase 1, on dit ce ne sera pas la chirurgie, la solution, mais ce n'est pas pour ça qu'on arrête de se battre, bien au contraire. On a des traitements non typiques, comme on a parlé Stéphane, et puis aussi, il y a beaucoup de recherches sur ces épilepsies, des stimulations qui sont en train de se mettre en place. Alors, la phase 2, c'est le temps des explorations invasives. Donc, c'est probablement moins de 50% des enfants qui ont été vus en phase 1 qui vont aller en phase 2. Et donc, ça, c'est une phase qui relève de compétences très, très spécifiques d'électrophysiologistes, parce qu'on doit faire des hypothèses. On ne peut pas mettre des électrodes sur tout le cerveau. Et donc, on doit avoir des a priori qui sont très forts. Des a priori en termes de localisation au sein d'un lobe ou au sein d'une structure qui sont très, très forts. Sinon, on passe à côté, on passe à côté de l'épilepsie de l'enfant.
Donc, ça nous permet aussi, pas simplement de délimiter, mais aussi de mieux comprendre et de mieux limiter et de mieux voir les intrications entre les crises et le fonctionnement cognitif de l'enfant. Ça permet les SEG de savoir exactement repérer les zones du langage et leur rapport avec les zones impliquées dans les crises, les zones de la motricité et puis des zones de la mémoire, par exemple. Alors, j'ai mis poids de l'histoire parce qu'on a beaucoup de chance, parce qu'en France, on est un des pays qui a inventé la SEG, hein, et donc avec Jean Banco, vous avez peut-être entendu parler, Patrick Chauvel, Patrick Chauvel, il est toujours là, hein, mais c'est des gens qui ont été vraiment des pionniers dans la SEG et qui ont été des enseignants hors pair, qui ont transmis leurs connaissances et qui ont permis à beaucoup d'équipes de pratiquer ces techniques qui sont très spécifiques, très particulières, hein, dans l'épilepsie. Et donc, on a de la chance en France de pouvoir avoir des personnes qui vraiment comprennent bien la SEG et qui peuvent permettre à des enfants, à partir de 18 mois, 2 ans, de bénéficier de ces techniques. Alors, en fait, il n'y a pas qu'une chirurgie d'épilepsie, hein. On pourrait s'imaginer que la chirurgie d'épilepsie, c'est enlever un petit bout de cortex, donc de surface de cerveau, qui est responsable de l'épilepsie. En fait, il n'y a pas que ça, hein. On peut être très focal avec de la chirurgie laser, hein, mais on peut être aussi beaucoup plus global. On peut enlever un lobe, on peut enlever même plusieurs régions. Hein. Bon, l'essentiel, c'est de bien faire une balance entre les bénéfices de la chirurgie et les risques qu'on prend, et puis de bien expliquer aux parents pourquoi on en a privilégié telle ou telle technique. Alors, je ne reviendrai pas là-dessus. Ce qui est important, c'est d'avoir un extrêmement bon bilan de l'enfant avant la chirurgie, un bilan cognitif, un bilan moteur, un bilan psychologique, un bilan psychiatrique, un bilan de l'enfant dans sa vie, dans sa famille. Et puis, après la chirurgie, de pouvoir mettre en place une prise en charge spécifique. Quelquefois, c'est une prise en charge cognitive simple. Quelquefois, c'est une prise en charge psychologique, parce que c'est pas rien quand même une chirurgie. Et puis, quelquefois, c'est beaucoup plus que ça, hein. C'est un séjour dans une structure de réadaptation, de rééducation, pour une rééducation intensive du langage, de la motricité. Et puis, on peut dire que globalement, les résultats, si on prend globalement, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est de 40 à 80% de guérison en fonction du type de chirurgie qu'on propose, de la localisation. Guérison, ça ne veut pas toujours dire qu'on arrête les traitements. Il y a beaucoup d'enfants pour lesquels ces guérisons, ça veut dire qu'il n'y a plus de crise à condition de continuer à prendre son traitement. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et puis, il y a des enfants qui sont nettement améliorés sans pour autant être guéris. Mais on pense que même ceux-là, ils ont bénéficié de la chirurgie parce qu'en étant améliorés, en ayant une charge de l'épilepsie moins forte, peut-être la vitesse d'apprentissage va être un petit peu plus améliorée et les enfants vont reprendre des capacités meilleures et donc peut-être à l'âge adulte, ils auront des compétences qui seront plus importantes que s'ils avaient toujours une épilepsie. Et puis, je ne parle pas de la qualité de vie et du quotidien, hein. Ça, c'est la même chose qu'on soit enfant ou qu'on soit adulte. Voilà, donc on espère que dans le futur, et on parle de la recherche, mais il y a aussi beaucoup de recherches en chirurgie d'épilepsie, hein, qu'on pourra proposer la chirurgie à plus d'enfants, qu'on pourra la proposer plus tôt, parce qu'on pourra détecter plus tôt les enfants qui sont susceptibles de vraiment bénéficier de la chirurgie. On espère qu'on pourra le faire plus vite avec moins d'exploration invasive et qu'on pourra se contenter d'exploration non invasive, qu'on pourra éviter cette SEG qui est quand même une intervention neurochirurgicale, et puis qu'on aura des meilleurs résultats. Et donc, il nous reste beaucoup de travail à faire parce que c'est vrai que autant la chirurgie de l'épilepsie chez l'adulte, c'est quelque chose d'assez ancien, autant chez l'enfant, il y a des équipes très entraînées et on ne peut pas dire que ça date d'hier, mais en tout cas, on a encore beaucoup de progrès à faire dans l'adressage précoce de ces enfants et puis dans le suivi de ces enfants. Et il nous reste quand même à démontrer que l'épilepsie, nettement améliorée par la chirurgie, elle a un impact vraiment positif sur la vie ultérieure des enfants. On a des indices très forts pour le dire, mais pour le démontrer, on aura besoin d'un petit peu plus de temps. Merci. On a évidemment pas mal de questions à ce sujet. Avant de revenir sur tout ce qui a été abordé là, je voudrais passer la parole à notre grand témoin, donc Alan Dohen, qui est le papa donc de Nila. Pardon. Donc Alan, vous et l'épilepsie, racontez-nous un petit peu. Donc, vous avez une petite fille, Nila, qui a 13 ans aujourd'hui. À quel âge a été posé le diagnostic d'épilepsie? Quel a été le parcours de Nila?
Alors, bonjour à tous. Donc, je suis le papa de Nila. Elle a 13 ans actuellement. Son épilepsie a démarré à ses 3 ans. Donc, ça fait déjà 10 ans qu'on vit et qu'elle vit avec son épilepsie. Malheureusement, elle est pharmacorésistante. On a eu plusieurs traitements pour essayer de stabiliser ces crises, ce qui n'ont pas eu un effet. Ah, on est coupé. Ah, pardon, on a été coupé? Oui. Oui. Donc, je vais reprendre rapidement. Donc, Nila a été diagnostiquée épileptique à l'âge de ses 3 ans suite à des absences qu'elle avait faites et une crise où elle a convulsé. On s'est retrouvé un jour à l'hôpital où on lui a fait passer plein d'examens et le diagnostic a été posé. Donc, son épilepsie est due à une malformation de son double cortex. Son épilepsie est focale et malheureusement en plus pharmacorésistante. Et quels ont été enfin, comment s'est fait un peu le parcours médical de Nila et comment s'est fait l'annonce du traitement et puis quelles ont été les répercussions sur elle, sur sa vie sociale, sur sa vie scolaire? Alors, son parcours médical a été, on a eu de la chance de tomber sur un bon neuropédiatre à l'hôpital de Saint-Brieuc qui, au dire de ce qu'on lui avait raconté concernant les absences et les convulsions qu'elle avait fait, a immédiatement fait un EEG et c'est à ce moment-là qu'il s'est rendu compte que Nila était épileptique. Donc Nila, elle est restée toute une semaine à l'hôpital où on lui a administré un premier traitement, donc la micropaquine, en augmentant la dose sur plusieurs jours jusqu'à essayer de contenir ces crises. Donc son parcours médical a été très, très mouvementé au niveau du traitement, puisque Nila, actuellement, en 10 ans d'épilepsie, en est à son 14e traitement différent. Et à ce jour, elle n'est toujours pas stabilisée. Alors, par contre, ce qui s'est ajouté à son épilepsie, c'est son apprentissage et sa vie scolaire. Alors, comme le disait tout à l'heure le professeur Auvin et le professeur Mille, c'est compliqué lorsque l'enfant a de l'épilepsie avec les traitements pour pouvoir maintenir sa concentration et son apprentissage. On s'est rendu compte que Nila était, en plus de son épilepsie, elle était multidis. Et ce qui rend encore plus compliqué la lecture, l'écriture, les calculs mentaux et de maintenir ses connaissances. Elle a des problèmes de mémorisation et voilà, au niveau de son apprentissage. Donc nous, on a fait le choix, il y a de cela bientôt 3 ans, de mettre notre fille dans un centre spécialisé, une école, donc une MEX, une maison d'éducation à caractère sanitaire, spécialisée dans l'épilepsie, avec des professeurs qui adaptent l'éducation en fonction de l'enfant et non l'inverse, ce qui a énormément changé la vie de Nila. Elle est de nouveau heureuse, elle est contente de se rendre en structure scolaire et on a vu le changement au niveau de l'apprentissage. Et donc, en ce qui concerne sa vie sociale, Nila peut aussi peut faire des sports, vivre à peu près normalement, à part cet accompagnement ou pas, ou ça dépend des moments et de la fréquence des crises. Alors, au niveau de l'activité sportive, Nila fait du sport avec le centre où elle est. Elle fait du patin, de la piscine, elle fait de l'équitation. Donc, il n'y a pas de souci du moment qu'elle est toujours sous surveillance d'un adulte, bien évidemment, pour toutes ses activités sportives. Après, au niveau de sa vie sociale, Nila n'a pas beaucoup d'amis autres qu'à ses faire au centre. Et nous sommes toujours réticents à l'autoriser à aller dormir chez une amie par peur de crise survenue alors qu'on ne sera pas présent. Ce qu'on peut comprendre. Merci Alan pour ce témoignage. Est-ce que tu as des questions à poser peut-être à nos intervenants justement par rapport à tout ce qui a été dit? Et puis après, on va prendre l'ensemble des très nombreuses questions qui ont été posées au fur et à mesure des interventions. Alors oui, si tu me permets, j'aurais une question à poser au professeur Auvin
qui parle du régime cétogène. Alors, on nous l'avait proposé pour notre fille, le régime cétogène, sauf que je trouve que pour une adolescente, c'est encore lui mettre des contraintes supplémentaires et qu'au niveau déjà médicamenteux, c'est compliqué parce qu'elle a un traitement à prendre matin et soir, qu'il faut qu'on essaye de respecter des délais pour lui administrer son traitement. Et je trouve que le régime cétogène, c'est quand même une complication supplémentaire. Alors, je voudrais savoir comment on peut… alors, on m'a parlé du stimulateur du nerf vague, et je voudrais savoir à quelles conditions et pour qui on peut installer ce système pour essayer de réduire la fréquence des crises et surtout, surtout réduire les crises. Alors, vous avez raison. Sur le régime cétogène, vous avez raison. Enfin, c'est une vraie contrainte. Après, en fonction du type d'épilepsie, ça peut être une option parce qu'il y a des très bons répondeurs. Et en fonction de la contrainte que c'est pour le patient et sa famille, ça peut être ne pas être approprié, y compris si c'est un syndrome où ça répond très bien. Enfin, il n'y a pas d'obligation. Je veux dire, c'est une option sur la table. Par exemple, quand on voit dans les options où c'est très bon répondeur, par exemple, c'était écrit le syndrome de Dravet, qui est une des épilepsies génétiques. Je pense que sur les 15 dernières années, j'ai dû faire un seul régime cétogène dans une situation un peu extrême. Et je ne le propose jamais, en fait, parce que je ne veux pas rajouter de la contrainte à la contrainte, parce que c'est des enfants qui ont aussi des difficultés dans les apprentissages et c'est les exposer à un truc où ils ne vont pas comprendre, où on va augmenter l'impulsivité. Donc, ces options sur la table sont ni mieux ni moins bien. Le stimulateur du nerf vague, si on veut comparer l'un et l'autre, en fait, ils ont tous les deux des avantages et des inconvénients. Et en fait, c'est comme chaque antiépileptique, ils ont tous des avantages et des inconvénients. Ce qu'il faut essayer de faire, c'est de trouver la meilleure, ou pas la meilleure, la moins mauvaise solution entre les caractéristiques du patient, la vie quotidienne du patient, de sa famille, et l'option de traitement et les risques d'effets secondaires. Le stimulateur du nerf vague, dans ce qu'on connaît aujourd'hui… Tu peux peut-être rappeler 2 secondes comment ça fonctionne, pardon, parce que je crois qu'il y avait des questions là-dessus. En fait, on ne sait pas comment ça fonctionne, le stimulateur du nerf vague. En pratique, c'est comme un pacemaker qui se met sous la peau. Il y a une électrode qui va au niveau du nerf vague qui est dans le cou. Et ensuite, en fait, ça envoie des impulsions électriques. Quel est le mécanisme d'action exact, d'ailleurs, comme dans le régime cétogène, on ne le sait pas très bien. Ce qu'on sait, c'est que ce soit le régime cétogène, d'ailleurs, ou le stimulateur du nerf vague, quand on prend des patients qui ont une épilepsie pharmacorésistante, on débute une de ces 2 techniques. En gros, à peu près la moitié des patients vont diviser par 2 leur fréquence des crises, ce qui permet aussi de baisser les médicaments. Et pour ça, la philosophie d'efficacité est à peu près la même. Maintenant, si on compare les choses, le régime cétogène, c'est une grosse contrainte dans le quotidien, changer l'alimentation, auquel on arrive à se débrouiller au bout d'un moment, mais ça peut être une contrainte, comme vous l'avez souligné. Alors que dans le stimulateur du nerf vague, il n'y a pas de contrainte une fois que c'est posé. Pour la mise en place du régime cétogène, c'est souvent 5 jours d'hospitalisation. Pour le stimulateur du nerf vague, il y a une chirurgie, anesthésie générale. Ce n'est pas une grosse chirurgie, mais pour certains, ça paraît quelque chose d'insurmontable parce qu'on n'aime pas l'anesthésie, on est inquiet par rapport à ça. Donc, en fait, c'est une contrainte différente. Dans le régime cétogène, on sait que 75% des répondeurs sont répondeurs dans les 14 premiers jours, 90% des répondeurs sont répondeurs dans le premier mois, et on a à peu près tous les répondeurs au bout de 3 mois. Dans le stimulateur du nerf vague, il faut 3 à 6 mois pour arriver à l'équilibre et savoir si on a réponse ou pas. On sait qu'il y a un effet un peu retard sur l'efficacité. Donc, vous voyez, il y a d'autres petites choses, mais vous voyez qu'en fait, ils ont chacun des caractéristiques avec des avantages et des inconvénients. Et il n'y a ni un mieux ni un moins bien, il y a juste pour quel patient, à un moment donné, on répond le moins mal à leurs besoins. Et vous avez raison, moi j'entends complètement, et d'ailleurs, pour être très honnête, je fais relativement peu de cétogène chez les adolescents. C'est plutôt chez les plus jeunes et dans des formes d'épilepsie. Après, un adolescent qui viendra en disant « moi je suis hyper motivé, j'ai envie de le faire », on l'accompagnerait, ou une famille qui aurait cette démarche-là, de la même façon, mais j'entends complètement ce que vous dites. Et si tu me permets, Emmanuel, je voudrais juste savoir à partir de quel âge vous conseillez d'installer le stimulateur
du nerf du nerf. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Après, chez les tout petits, les moins de 2 ans, ça reste quand même des choses exceptionnelles. Merci. Merci. Pour rester sur cette deuxième partie, on a une question qui est tout un programme qui est voilà, pourquoi est-on pharmacorésistant? Est-ce qu'on peut répondre à ça? On aimerait. On aimerait beaucoup. On connaît relativement peu la neurobiologie de la pharmacorésistance. Il y a sûrement des multiples mécanismes, sinon on ne saurait pas. Il y a une quinzaine d'années, il y avait eu un peu en vogue des transporteurs qui seraient présents sur les vaisseaux sanguins. En fait, c'est des transporteurs qui ont été découverts dans les cellules cancéreuses qui s'appellent MDR, ça veut dire Multiple Drug Resistant. En gros, quand la chimiothérapie pour ces cellules cancéreuses rentre dans la cellule, ce transporteur rejette la chimiothérapie en dehors de la cellule. Et donc, il y avait eu une hypothèse il y a une quinzaine d'années qu'il y ait ces mêmes récepteurs au niveau des vaisseaux sanguins cérébraux, ce qui veut dire que les antiépileptiques, on les prend par la bouche, ça va dans l'estomac, dans les intestins, de l'intestin, ça va au sang, dans le sang, ça va dans la circulation. Puis après, il faut que ça passe à travers les vaisseaux sanguins pour aller dans le cerveau. Et si on est rejeté en dehors de la cellule qui permet d'aller dans le cerveau, ben ça reste dans le sang. Donc en fait, ça ne joue pas là où ça doit jouer, ça ne marche pas. Finalement, cette hypothèse a été pas complètement éliminée, on en reparle un peu, mais ce n'est pas l'explication absolue de la pharmacorésistance. Et autant qu'il y a d'épilepsies différentes, il y a probablement autant de pharmacorésistances différentes. Mais c'est clair qu'il faut aussi, et il y a une vraie démarche dans ce sens-là, un effort de compréhension dans la pharmacorésistance. D'accord. Question pour Mathieu concernant la chirurgie. Pourquoi est-ce qu'il y a moins de 50% des patients qui vont en phase 2 lors de le schéma qui a été proposé sur la phase 1 à la phase 2? Alors, en fait, c'est vrai que tout dépend un petit peu de qui on explore en phase 1. Hein. Plus on est large et plus on dit, voilà, tout enfant qui a une épilepsie, qui résiste malgré le fait que j'ai prescrit une molécule, puis une deuxième, puis éventuellement une troisième, que je considère être donnée à bonne dose, etc. Et malgré tout, il y a une épilepsie. Tout enfant qui est dans ce cas-là doit être enregistré en vidéo EEG. Ça fait beaucoup d'enfants et parmi eux, il y aura beaucoup d'enfants qui ont une épilepsie qui n'est pas chirurgicale parce qu'elle est multifocale ou généralisée. Et puis, il y a aussi des enfants qui vont en phase 1 et puis c'est facile. Ah, il a des crises qu'on a vues et dont on est absolument certain qu'elles débutent ou qu'elles s'organisent autour d'une région qui est mal formée. Et donc, on pense qu'en enlevant cette région, on va guérir l'épilepsie, pas besoin de phase 2. Donc, j'ai dit 50%. C'est vrai que c'est des chiffres qui sont très dépendants du nombre d'enfants qu'on envoie en phase 1. Hein, plus on en envoie et plus le pourcentage de phase 2 est faible. Donc, c'est vrai que ce n'est pas un chiffre qui est à prendre comme ça. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de place. Et ce n'est pas parce que voilà, c'est pas parce qu'on n'a pas de place pour la phase 2. C'est parce que dans 50% des cas, finalement, la conclusion, c'est pas d'aller en phase 2. C'est soit on arrête là et on réfléchit à d'autres moyens que la chirurgie pour améliorer les choses, en tout cas la chirurgie qui nécessite une phase 2, ou alors on y va direct. D'accord. Quelles sont les pistes après une chirurgie déjà pratiquée si les crises reprennent? Alors, je pense qu'on c'est pas, Stéphane en a parlé, il y a d'autres moyens, il y a d'autres traitements que la chirurgie. Parfois, ça peut être une nouvelle chirurgie. Je pense que c'est quand même le cas c'est difficile de donner des pourcentages, hein, mais j'ai en tête beaucoup de patients pour lesquels on a dû refaire une chirurgie pour définitivement améliorer les choses. Parce que quand vous êtes neurochirurgien, pédiatre, et que vous travaillez dans une équipe, quelquefois, vous vous dites que c'est bien d'essayer d'enlever le minimum qu'on pense être vraiment impliqué dans l'épilepsie, en se disant, si ça ne suffit pas, je préfère y retourner plutôt que d'avoir enlevé un petit peu trop de cerveau. Hein. Et donc, je parle avec des… Mais c'est un petit peu… C'est comme ça qu'on voit les choses. Et donc, il y a des enfants pour lesquels on prévient les parents, on dit, voilà, on fait une première intervention, et c'est possible que cette intervention, elle ne soit pas suffisante. Si ce n'est pas suffisant, on sait pourquoi. Et on y retournera.
et on enlèvera une autre partie du cerveau dont on n'était pas sûr qu'elle était impliquée. Mais si les crises reviennent après la première chirurgie, il faudra retourner à la deuxième. Donc, ça peut être une deuxième chirurgie. Et c'est d'autant plus facile d'y retourner quand on a bien compris et qu'on a fait des bonnes hypothèses après la première. Et puis, quelquefois, c'est qu'on n'a pas suffisamment bien compris. Et malgré tout, c'est des choses difficiles. Et ça arrive qu'on dise, on a pourtant fait ce qu'on avait cru devoir faire et malheureusement, ça ne fonctionne pas. Et donc, il faudra se retourner vers des techniques autres. Et donc là, il y en a quand même de plus en plus. Il y a des médicaments qui agissent complètement différemment de ce qu'on a l'habitude de voir avec les antiépileptiques classiques. Il y a des techniques de stimulation, le nerf vague, des stimulations intracérébrales. Et puis, il y a beaucoup de recherches sur peut-être maintenant des dispositifs qui pourraient peut-être un jour, à la demande, empêcher la crise de se propager dès qu'elle survient. Mais c'est vrai que ça reste après des traitements non conventionnels. Ça reste des choses qui nécessitent qui nécessitent des explorations, éventuellement d'intégrer des protocoles de recherche. Mais on a quand même toujours quelque chose à proposer quand la chirurgie ne fonctionne pas, même si malheureusement, ce quelque chose à l'heure actuelle, c'est plutôt pour aider et on est rarement vraiment dans la guérison de l'épilepsie. Alors justement, on en a moins parlé là. Qu'en est-il des épilepsies rares? Est-ce qu'il y a beaucoup d'épilepsies rares chez les enfants? Est-ce qu'il y a beaucoup de syndromes spécifiques? Et est-ce qu'ils sont gérés, entre guillemets, de la même façon que les épilepsies pharmacorésistantes? Je peux répondre si vous voulez. Vas-y. Il y a beaucoup d'épilepsies rares, oui. Et il y en a de plus en plus parce que les progrès de la génétique et la vitesse à laquelle on est capable de faire des analyses génétiques complexes aujourd'hui, a énormément accéléré. Donc, il y a quand même malgré tout, pour un certain nombre de ces épilepsies rares, une modalité de réflexion qui est commune avec les épilepsies en général, comme on l'a dit, mais aussi, on l'a aussi souligné. Par exemple, il y a dans certaines formes d'épilepsie, il y a des médicaments qui vont être aggravants. Je vais reprendre l'exemple du syndrome de Dravet, on avait déjà cité ce syndrome, où par exemple une molécule comme la lamotrigine, à tous les coups, on aggrave le patient, en tout cas tant qu'il est enfant. Les adultes disent que c'est peut-être un peu différent. Mais dans le sens contraire, on a aussi des épilepsies du nouveau-né, où on sait qu'utiliser des antiépileptiques vont augmenter notre chance de stopper toutes les crises éventuellement. Donc en fait, ça donne des opportunités d'abord d'identification, de traitement d'une certaine façon, de bien connaître et d'avoir l'étiologie rapidement. Parfois, ça ne change rien. Pour le moment, on n'en est qu'à l'état de donner une explication à la famille. Parfois, ça nous donne aussi les explications qui nous disent cette forme d'épilepsie, on la connaît suffisamment pour dire ce n'est pas simplement des crises, il y aura un impact éventuellement avec un risque de handicap ou un risque de polyhandicap associé. Et c'est des choses où il faut prendre en considération les choses et mettre le traitement en place ou les dispositifs en place pour soit prévenir les complications, soit les empêcher si on le peut. Donc, il y a quand même une démarche, on va dire particulière, mais qui respecte quand même la démarche générale en épileptologie qui veut à la fois prendre en charge l'épilepsie, mais aussi prendre en charge globalement le patient. Il faut vraiment soigner avant tout le patient en prenant en charge aussi sa famille et pas simplement voir que la partie épilepsie. Alors justement, sur l'ensemble de la prise en charge, je reviens un petit peu sur les questions sur la partie précédente. L'épilepsie influence-t-elle le comportement? Notre fille n'a pas d'amis et semble manquer de relations sociales. Comment est-ce qu'on en parle déjà ça au moment où est posé le diagnostic d'épilepsie et comment est-ce que ça peut être géré même si on sort du cadre là strictement médical? Et quels sont les effets sur le travail scolaire aussi? Si je peux répondre, c'est des questions qui sont difficiles et c'est vrai j'en ai parlé dans le premier topo, ça fait partie de ce qu'on appelle les comorbidités. C'est un terme, c'est pareil, c'est pas terrible, mais ça veut dire que quand on est épileptique, c'est qu'on a un cerveau qui fonctionne un petit peu différemment. Alors parfois c'est très peu différent, et parfois c'est un peu plus différent. Et donc, on doit les aborder, ces particularités. Et c'est vrai que les troubles qu'on appelle de la cognition sociale, ça veut dire bien comprendre les codes qui permettent de se faire facilement des amis sans aller trop dans la proximité trop vite ou inversement être trop timide, on peut dire. C'est des choses qui sont un peu plus fréquemment retrouvées chez les patients épileptiques sans qu'on puisse faire clairement le lien ni avec les traitements, ni avec la fréquence des crises. Et là aussi,
connaître, suivre des patients épileptiques, ça nous permet, avec leurs parents, avec leur famille, d'apprendre à essayer de pouvoir bien comprendre précocement ces difficultés pour éventuellement les prendre en charge. Et donc, souvent, ça nécessite d'avoir l'avis d'un psychologue ou d'un pédopsychiatre. Ça nécessite parfois de mettre en place des prises en charge spécifiques et puis de discuter avec les parents voilà, de ce que c'est que d'avoir un enfant épileptique, hein. Alan, vous l'avez bien dit, hein, avoir un enfant épileptique, c'est pas rien parce que c'est qu'à n'importe quel moment, il peut y avoir des crises. Et donc, c'est pas facile de lui dire, OK, tu vas dormir chez une copine ou OK, tu vas faire tel ou tel sport. Et pourtant, certainement qu'en allant faire des expériences d'amitié, des expériences d'imprévu, bah, on progresse aussi dans la façon qu'on a de gérer tout ça. Et donc, bah, il n'y a pas de solution parce que n'empêche que vous avez raison de dire qu'une crise qui se déroulerait en dehors de domicile, ça peut être un petit peu traumatisant. Et donc, c'est pour ça qu'on essaye, en accompagnant ces familles, de nous, modestement, donner des conseils en disant qu'il faut que ces enfants soient sécures, que ces enfants soient dans une atmosphère bienveillante, mais aussi qu'ils puissent devenir des futurs adultes, des ados autonomes. Et pour ça, voilà, et faire leur expérience de vie en société. Donc, je ne dirais pas que c'est à cause de ça qu'ils ont des difficultés sociales, hein. Ce n'est pas parce qu'ils sont trop protégés. Mais en tout cas, en discutant, en faisant le bilan avec les enfants et leurs familles, on essaye d'anticiper ce que vous dites, qui est effectivement très fréquent, hein. Les adultes le disent bien, hein, les enfants qui ont une épilepsie sont des adultes qui peuvent, pas toujours, hein, mais un peu plus fréquemment que la population générale, avoir des difficultés un petit peu dans leurs relations interpersonnelles. D'accord, merci. Et dernière question avant qu'on conclue ce webinaire. Quels sont les… pardon, je regroupe plusieurs questions qui ont été posées. Est-ce qu'on a des données sur les liens entre épilepsie et troubles autistiques des enfants? On a. La relation, elle est double. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux situations qui sont, à mon sens, assez différentes. La première, c'est les patients qui ont un trouble du spectre autistique ont plus de risques que dans la population générale d'avoir une épilepsie, soit débutée dans la petite enfance, soit débutée à l'adolescence. Les chiffres sont probablement faux dans la littérature pour différentes raisons. On dit souvent que c'est 30% des patients avec un trouble du spectre autistique, mais il y a une confusion entre EEG anormal et réellement épilepsie. Mais oui, il y a un risque. Et dans le sens contraire, les patients qui ont une épilepsie, et probablement une épilepsie à début précoce, peuvent à un moment ou à un autre avoir un trouble du spectre autistique qui ressemble moins à, entre guillemets, l'autisme historique, même si aujourd'hui il n'y a plus vraiment ça. Les symptômes peuvent être parfois prédominants dans d'autres choses comme les persévérations plus que dans le trouble de la relation en tant que tel, ou dans les codes sociaux plus que dans les troubles de la relation en tant que tel. Mais on sait que les patients avec l'épilepsie sont à risque. Alors, pas aussi fréquemment qu'on a des épilepsies chez les patients avec un trouble du spectre autistique, mais il y a un vrai effort pour les outils de screening et pour avoir un diagnostic et une prise en charge associée, parce qu'en fait, on sait quand même faire pas mal de choses dans ces difficultés et pour aider les patients qui ont un trouble du spectre autistique. Merci beaucoup. Bon, évidemment, on n'a pas pu répondre à toutes les questions, mais encore une fois, laissez-nous aussi vos adresses mail et on y répondra. Et n'hésitez pas à nous les passer sur le mail de la Fondation. Merci d'avoir été aussi nombreux. Je vais passer la parole à Dominique Felten pour nous dire la conclusion en fait, de ce webinaire qui, bien entendu, est passé trop vite. Dominique, à vous le mot de la fin. Si le contact se fait bien, oui. 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 Impeccable. Oui, le nombre des participants, l'importance des questions montre tout l'intérêt porté sur le sujet par toutes les personnes qui ont assisté à ce webinaire. Et il me revient le rôle de remercier les intervenants. Alain Doen pour son témoignage, Mathieu Mille et Stéphane Auvin pour leur présentation, toutes les informations qui nous ont été données et qui montrent bien toute la complexité de l'épilepsie, d'autant plus chez l'enfant.
On a bien compris les difficultés diagnostiques, l'importance de l'interrogatoire, de la famille, de l'enfant, la nécessité d'une classification de l'épilepsie pour pouvoir assurer une prise en charge la mieux adaptée possible. C'était intéressant de voir tout ce qui a été dit sur le retentissement de l'épilepsie sur la vie quotidienne, la scolarité, le sport, des choses très pratiques comme le bain pour les enfants, y compris au-delà de 5-6 ans. Tout ça était vraiment très intéressant et je pense a répondu à un certain nombre de questions. Sur le traitement, je crois que c'était bien présenté. Ce qui est important, c'est de définir les objectifs du traitement. Et j'ai beaucoup apprécié la notion on ne peut pas obtenir un contrôle total, mais on va essayer d'obtenir ce qui est le mieux en fonction du type de l'épilepsie. Et donc, bien définir cet objectif, c'est fondamental. La pharmacorésistance est un point majeur dans l'épilepsie, chez l'adulte comme chez l'enfant. Je crois que nos intervenants ont été très pédagogiques sur les traitements à apporter en cas de pharmacorésistance, avec toutes les difficultés. Il n'y a pas de traitement miracle, il y a plusieurs possibilités. Il y a cette chirurgie qu'il faut absolument discuter et qui va pouvoir apporter des solutions, souvent, mais pas toujours. Et pour autant, il y a encore des possibilités. Bref, un grand nombre de questions qui ont pu obtenir des réponses, pas toutes, loin s'en faut. Beaucoup de questions sont encore sans réponse parce qu'on ne les connaît pas, tout simplement aujourd'hui. C'est encore une raison de plus pour la Fondation pour exister. Il faut continuer à aider la recherche, il faut continuer à aider les patients, leurs familles, parce que tout est loin d'être résolu aujourd'hui. Il reste donc encore beaucoup à faire. Donc, merci aux intervenants, merci à tous les participants, un petit merci aussi aux organisateurs, en particulier à Emmanuel. Et puis, on vous donne rendez-vous pour de nouveaux webinaires et de nouvelles sessions pour continuer à parler et à essayer de répondre au mieux à toutes les questions que l'épilepsie nous pose à tous. Un grand merci à tous et très bonne soirée à tout le monde. Merci à vous. Merci. Merci, bonsoir. Au Et revoir. merci Emmanuel, effectivement, pour l'organisation. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.